ne sais pas de qui il était question jusqu'à maintenant, mais j'aimerais bien connaître ce type. Donc je vais essayer de me montrer à la hauteur de toutes les flatteries qu'on m'a adressées jusqu'ici. Ça va être difficile. Bon, alors quand j'ai commencé à réfléchir à la leçon d'adieu, je me suis dit, bon, ça fait un petit peu bilan, donc j'ai un petit peu réfléchi à ce que j'avais fait dans les 30 ans où je me suis occupé de psychologie, et je me suis dit que ça ressemblait un petit peu à un trajet allant de la tradition piagétienne au modèle dit de traitement de l'information dont Allen Newell, dont vous voyez la photo à droite, a été un des fondateurs avec Herb Simon à Carnegie Mellon, à Pittsburgh. Et c'est un petit peu un trajet de Piaget à Allen Newell. Et en pensant à Allen Newell, j'ai lu pour la première fois en entier un article dont je connaissais le titre, qui est « You can play 20 questions with nature and win ». C'est un article que Allen Newell avait écrit en 1973, après avoir été invité à commenter les interventions dans un congrès de ses éminents collègues, et c'était une pléiade de stars, et il expliquait qu'il était partagé, une moitié de lui était satisfaite des avancées de la psychologie en 1973, et une autre moitié était beaucoup moins contente. Et il faisait remarquer que la psychologie, telle qu'elle se pratiquait en 1973, avait cette caractéristique qu'elle traitait de phénomènes, comme toujours, mais que dans une tentative de conceptualisation, ces études finissaient la plupart du temps par se résumer à des oppositions binaires. Et il donnait une liste dans l'article de ces oppositions binaires. Alors si vous jetez un œil, vous allez en reconnaître plein. Moi, en 1973, comme la doyenne l'a rappelé, je ne faisais pas de psychologie. Je me préparais à aller là. C'est Saint-Aignan-sur-Cher, c'est joli. Hein. Et à Saint-Aignan-sur-Cher, il y avait donc une section d'éducation spécialisée où on accueillait les adolescents en très grande difficulté scolaire, qu'on appelait à ce moment-là déficients intellectuels. Et ensuite, j'ai obtenu le diplôme pour travailler dans ce domaine. Et comme Mireille vous l'a expliqué, j'ai ensuite repris des études de psychologie et très rapidement, sans savoir que Allen Newell avait fait la liste des oppositions favorites des psychologues, je me suis retrouvé à me heurter à l'une d'entre elles, qui était de savoir si le développement procédait par stade ou alors était un processus continu. Alors précisément, moi je m'intéressais à cette question dans le domaine du raisonnement de classe, de catégorisation chez Piaget, Piaget ayant expliqué que la logique reposait sur une coordination d'opérations, et il expliquait surtout que les structures logiques élémentaires de la pensée reposaient sur les classifications et les sériations. Pourquoi ? Parce que le premier mouvement de la pensée, et en deçà de ça, il n'y a pas de pensée du tout, c'est de détecter dans l'environnement des ressemblances et des différences. Et si on se centre et qu'on raisonne rationnellement sur les ressemblances, on va construire des classes entretenant des relations d'inclusion. Si on se centre sur les différences et qu'on raisonne rationnellement dessus, on va construire des ordres et des sériations. Et Piaget avait cette intuition que la synthèse des classifications et des sériations produisait le nombre comme invariant des opérations logico-mathématiques. Je dois avouer que je n'ai jamais lu une idée aussi intelligente que celle-là. Et je m'intéressais plus précisément aux classifications et au problème de quantification de l'inclusion. On montrait des objets aux enfants, beaucoup de pommes, peu d'oranges, et on leur demandait y a-t-il plus de pommes ou plus de fruits, et avant 7-8 ans, les enfants disent il y a plus de pommes que de fruits. Ben, il faut attendre 7-8 ans pour qu'ils disent qu'il y a plus de fruits sur la table. Alors Piaget expliquait que la réponse correcte relevait de l'accès au stade opératoire concret et que ça constituait une première forme de logique, grâce à la structuration des opérations. Alors, dans la conférence
que Allen Newell commentait. Il y avait d'ailleurs David Clark, qui travaillait à Carnegie Mellon et que j'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas longtemps, qui avait fait une présentation sur ce même problème qu'il formalisait, lui, à partir d'opérateurs de quantification dans un système de traitement de l'information. Et il supposait que le changement que Piaget supposait structurel était plutôt un changement simplement procédural. Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, il se trouvait que certains auteurs, et puis ensuite j'ai suivi, avaient observé que, après que les enfants ont répondu correctement à la question classique, et qu'ils disent qu'il y a plus de fruits que de pommes sur la table, et même qu'ils expliquent pourquoi, si on leur demande si on peut faire quelque chose pour avoir plus de pommes que de fruits, pendant au moins 2 ans, de manière assez étonnante, ils disent oui, il suffit d'ajouter des pommes. Alors, c'est troublant, et ça montrait que les réussites à la tâche de Piaget ne relevaient pas nécessairement de la logique et que peut-être que c'était plutôt des réponses empiriques, c'est comme ça qu'on appelait ça. Alors, on héritait d'une nouvelle opposition binaire, logique, empirique. Bon. Et essayant de comprendre comment il se pouvait qu'on passe de l'échec à la tâche classique, à la réussite à la tâche classique, mais à l'échec à la tâche modifiée, et ensuite à la réussite à la tâche modifiée, à 10 ans quand même, je me demandais s'il y avait un moyen de rendre compte de ce développement de manière toujours piagétienne. Alors, la réponse est oui, parce que l'échec à la question de modification, évidemment, contredit la théorie structuraliste, mais il m'avait semblé qu'on pouvait quand même expliquer ce parcours développemental à l'aide de la dernière théorie de Piaget sur les correspondances, publiée en 80, et de morphisme et catégorie en 90. Je vous déconseille de lire le livre, c'est très compliqué. Bon. Mais n'empêche, c'est très intelligent aussi. Piaget distinguait 3 niveaux, intramorphique, intermorphique, et on va voir transmorphique. Et dans l'intramorphique, il proposait que les enfants peuvent établir des correspondances fournies par la perception, le langage, entre les objets et l'une de leurs caractéristiques. Par exemple, on peut réunir tous les objets comme à partir de leur ressemblance et de leur appartenance commune à la catégorie des fruits, ou alors à partir de leur appartenance aux sous-classes, mais les enfants ne peuvent faire que l'une des deux, ne peuvent réfléchir que sur l'une des deux correspondances. On est dans un niveau intramorphique, et donc ils échouent à la tâche classique de quantification de l'inclusion, mais ils peuvent par exemple comparer les pommes aux oranges à l'intérieur d'une seule correspondance, ça c'est possible. Dans un deuxième niveau, intermorphique, ils parviennent à coordonner les deux correspondances. Et là, ils peuvent observer qu'il y a davantage de fruits que de pommes. Et Piaget expliquait que cette mise en correspondance de correspondance ne relève pas de la logique, mais d'un simple constat empirique sans transformation des états. Alors Piaget ne parlait pas de la tâche d'inclusion, mais il était tellement évident qu'on pouvait appliquer à ça que j'ai essayé d'écrire 2 ou 3 choses là-dessus. Et il expliquait même, ou sa théorie pouvait expliquer, en tout cas c'est ce que je proposais, la réussite à la tâche modifiée à un niveau qu'il appelait transmorphique, où l'enfant parvient à transformer les états, à réfléchir sur les transformations sur lesquelles reposent les correspondances qu'il a établies au préalable, et par exemple se rendre compte que les pommes sont elles-mêmes une classe emboîtante qui peut réunir les pommes déjà présentes et celles que je pourrais ajouter, sans changer le constat initial de supériorité de la classe des fruits sur celle des pommes. Alors je me disais, ça c'est bien, on a sauvé le modèle par stade et les changements qualitatifs dans le développement. Alors, malgré la nouvelle théorie, Piaget expliquait toujours les changements par l'abstraction réfléchissante. Alors, c'est un concept auquel il tenait beaucoup. Il a même consacré 2 ouvrages à cette question, à quelques 20 ans d'intervalle. Vous voyez que c'est quelque chose qui lui trottait dans la tête. Et je dois dire que même après le second ouvrage, on ne comprend toujours pas très bien comment est-ce que la transition peut se faire. Je ne suis pas le seul. Bob Siegler
appelé cela le mystère de l'immaculée transition, en disant, bon, il y a un moment, un Deus ex machina tombe du ciel et l'enfant réfléchit à ses propres processus et en dégage la structure. Bon. Donc je me disais, on peut peut-être aussi continuer à expliquer ça à partir de changements quantitatifs. Alors, il m'avait semblé qu'on pouvait utiliser le modèle de Keyes et les 3 niveaux de coordination des représentations qu'il décrivait, et que ça pouvait correspondre aux 3 niveaux qu'on avait dans la résolution de la tâche de quantification de l'inclusion, parce que Keyes supposait qu'au début, les enfants sont capables de coordination unifocale, et donc ils peuvent se centrer soit sur les ressemblances, soit sur les différences entre les oranges et les pommes, mais sur l'une des deux seulement. Ça ressemble un peu aux correspondances de tout à l'heure. Puis on accéderait à des coordinations bifocales, où il parviendrait à coordonner les deux choses, et là on aurait la réussite à la tâche classique. Et puis, dans des coordinations qu'il décrivait comme élaborées, l'enfant serait capable de tenir compte d'une dimension supplémentaire, par exemple les pommes que je pourrais ajouter à celles qui sont déjà là, et coordonner quand même les deux structures pour se rendre compte qu'on ne peut pas avoir plus de pommes que de fruits sur une table. Et alors là, cette explication que j'imaginais pour être plausible avec la théorie de Keyes, parce que Keyes n'en parlait pas, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé. Cette explication me ravissait parce que je me disais, on a un changement là purement quantitatif qui est dû à l'accroissement des capacités de la mémoire de travail. C'est ce que Keyes expliquait pour expliquer la transition d'un type de coordination à l'autre. Et il expliquait aussi que cet accroissement était dû à l'automatisation des conduites, à l'accroissement de l'efficacité des traitements qui utilisent moins de ressources et laissent davantage de place à la construction des représentations. Et alors, des problèmes pour savoir si le développement est continu ou discontinu, il n'y en avait pas que dans l'inclusion. Et un cas qui me paraissait paradigmatique de transition qualitative semblait être celui du passage des algorithmes à la récupération en mémoire. Dans beaucoup de domaines du développement, on suppose qu'au début, les enfants manquant de connaissances sont réduits à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent de manière algorithmique, en comptant, en calculant, en reconstruisant la réponse, et puis que progressivement, ces résolutions répétées conduisent à mémoriser les résultats qu'il suffit de retrouver en mémoire pour résoudre des problèmes. Ça serait le cas de l'addition. Au début, les enfants résolvant les petites additions qu'ils rencontrent en comptant dans leur tête ou sur leurs doigts, et puis progressivement, ils mémoriseraient les résultats et n'auraient plus qu'à les récupérer en mémoire. Je vous ai mis un échantillon des théories qui supposent cela. Est-ce qu'on a un vrai changement ? C'est pas si sûr que ça. C'est-à-dire que le doute est rapidement apparu. Michel Fayol s'était amusé à manipuler le temps qui sépare la présentation du signe de celle des nombres. Dans une opération, vous pouvez présenter le signe avant les nombres, 150 millisecondes avant, ou en même temps, ou après d'ailleurs. Et on peut le faire avec l'addition, avec la multiplication, avec l'idée en tête que les multiplications sont récupérées. 6 fois 7, personne ne compte. On sait que ça fait 42 ou pas. Bon. Et, surprise, on observait que la présentation anticipée du signe additif fait gagner quelques 150 millisecondes au sujet adulte, alors qu'il n'en est rien pour les multiplications qui sont récupérées. Conclusion, il est bien possible que les additions soient résolues par quelques procédures qui se trouveraient activées par la simple présentation anticipée du signe. L'absence de procédure de résolution pour la multiplication fait que la présentation anticipée du signe n'a aucun effet, parce que pour récupérer les données en mémoire, les résultats en mémoire, ce sont les nombres qui sont les indices de récupération. Bon. Alors on a continué, et on s'est rendu compte que si on regardait très attentivement les temps de réponse des sujets, dans la résolution des toutes petites additions, même celles qui
engage des nombres qui ne dépassent pas 4, on observe de manière étrange que plus les nombres sont grands, plus les temps de résolution augmentent la plupart du temps. Et dans 2 études différentes, on observait la même chose. Laissant penser que même les toutes petites opérations sont résolues par un système algorithmique, procédural, qui travaille pas à pas, et ce pas à pas génère l'accroissement des temps de réponse avec l'accroissement de la taille des opérandes. Alors on peut même imaginer un mécanisme qui est proche du comptage, qui calculerait en quelque sorte, mais de manière automatique, le résultat. Toujours Allen Newell, qui est une ressource inépuisable, décrit les decision cycles comme les actes délibérés les plus courts sur le plan mental et qui délivrent une réponse accessible à la conscience. Ça se promène entre 400 millisecondes et 1 seconde 2, par exemple. Donc c'est une succession de productions, un petit peu comme des schèmes chez Piaget, mais ici ce sont des productions, qui accèdent de manière répétée aux connaissances stockées en mémoire, par exemple la chaîne numérique. Et les caractéristiques du decision cycle, c'est que son déroulement est inconscient. Le sujet n'est pas conscient des étapes, il est juste conscient du résultat. Le processus court jusqu'à son terme et délivre la réponse. Et ça pourrait être une explication au fait que les réponses en mémoire pour les additions ne sont pas récupérées, elles sont calculées par une procédure automatisée de calcul qui prendrait la forme d'un decision cycle. Alors du coup, on aurait peut-être un développement continu, même dans le domaine de l'arithmétique, où on aurait simplement une automatisation des processus. Alors, comme je m'intéressais quand même toujours au raisonnement, bien que j'ai fait un détour par l'arithmétique, il m'a semblé que le raisonnement conditionnel était un bon domaine d'étude parce qu'il présente des changements importants avec l'âge. Alors au départ, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, l'approche traditionnelle était celle de la logique mentale. On supposait que dans l'esprit des individus existent des règles de nature syntaxique. Par exemple, lorsqu'on entend « si la boîte est rouge, elle contient des crayons », ça activerait une règle de la forme si P alors Q, comme disait Carotte. Et cette règle est de nature syntaxique, et si elle rencontre des énoncés qui correspondent à sa forme, elle délivre une conclusion. Et donc, si j'apprends ensuite que la boîte est rouge, proposition qui correspond à P, la règle produit une conclusion de la forme Q, elle contient des crayons. Et ces théories supposaient que beaucoup de ces règles étaient innées, et je trouvais ça pas très satisfaisant en tant qu'ancien piagétien. Et donc j'ai été davantage intéressé par la théorie des modèles mentaux de John Sandler, qui suppose que le raisonnement n'est pas un processus formel ou syntaxique, mais plutôt une question de compréhension du sens. Lorsque on entend et essaie de comprendre si la boîte est rouge, elle contient des crayons, on construirait un modèle mental d'un état du monde compatible avec l'énoncé. Comprendre un énoncé, c'est savoir ce qui arrive quand il est vrai. John Sandler a emprunté l'idée à Wittgenstein, et si on sait que la boîte est rouge, on voit immédiatement qu'elle contient des crayons. Par contre, si elle est bleue, on ne sait pas trop, mais on peut construire un autre état du monde qui est toujours compatible avec l'énoncé si la boîte est rouge et elle contient des crayons, ou les boîtes bleues, par exemple, ne contiendraient pas de crayons. Et donc, si on apprend que la boîte est bleue, on peut en conclure peut-être qu'elle ne contient pas de crayons, sauf si on s'avise qu'il existe encore une autre possibilité. La règle parle des boîtes rouges, ne dit rien des boîtes bleues, et donc peut-être qu'elles peuvent aussi contenir des crayons, auquel cas il n'y a pas de conclusion certaine. Alors, ce que John Sandler expliquait, c'est qu'au départ, les individus construisent un modèle initial qui représente la co-occurrence de l'antécédent et du conséquent, rouge et contenant des crayons, et puis que
L'individu est probablement conscient qu'il existe d'autres possibilités, mais il ne les représente pas nécessairement tout de suite, donc elles demeurent implicites. Et c'est un processus dit de fleshing out, d'explicitation des représentations implicites qui permettrait de construire d'abord un second modèle conduisant à une interprétation biconditionnelle des énoncés, ou alors un troisième modèle pour avoir une interprétation conditionnelle correcte, on va dire. Donc, on aurait trois niveaux d'interprétation, conjonctif, biconditionnel, conditionnel, correspondant à 1, 2 et 3 modèles, et John Sandler, dans sa théorie, expliquait que la construction de ces modèles se fait en mémoire de travail et qu'elle est cognitivement coûteuse. D'où une idée développementale immédiate, qui est que l'accroissement des capacités en mémoire de travail avec l'âge devrait faire que les enfants, en grandissant, devraient être capables de construire toujours plus de modèles. Donc les jeunes enfants devraient adopter une interprétation conjonctive des énoncés conditionnels, puis ensuite devraient sans doute accéder à un niveau biconditionnel et puis à un niveau conditionnel. Alors cette prédiction développementale est très facile à vérifier. Alors on faisait ça avec Jean-François Leca dans la fin des années 90, dans des tâches simples où on demandait aux enfants d'identifier les cas qui sont incompatibles avec une règle conditionnelle. Donc par exemple, on leur donnait un énoncé de cette forme-là, et puis on leur présentait les 4 cas possibles, et on leur demandait de nous dire quels étaient les cas où la règle n'avait pas été respectée par l'enfant. Règle qui était présentée comme étant édictée par la maman au moment de s'habiller. Alors, l'hypothèse développementale veut qu'au niveau conjonctif, les enfants vont rejeter les 3 modèles qui ne correspondent pas à celui qu'ils ont construit. Au niveau biconditionnel, ils ne devraient plus en rejeter que 2. Et au niveau conditionnel, plus qu'1. Et ça fait 3 niveaux d'interprétation. Et on vérifiait que les enfants de 8 ans adoptent plutôt des interprétations conjonctives, les grands plutôt des interprétations conditionnelles, les interprétations biconditionnelles constituant une étape intermédiaire dont la fréquence augmente et puis diminue. Là, ce n'est pas tout à fait clair, mais souvent ça l'était davantage. Alors, il restait à vérifier que cet accroissement du nombre de modèles construits dépend réellement des capacités en mémoire de travail. Donc, là, on faisait un petit peu l'inverse. On demandait aux enfants de produire des cas, tous les cas possibles, d'après eux, conformes à la règle. Et donc, on leur donnait du matériel et ils devaient apparier des chemises et des pantalons en respectant la règle. Si c'est la chemise est... J'aurais oublié la règle. Si la chemise est blanche, alors le pantalon est bleu. Ouais. Et parallèlement, on leur faisait passer une tâche évaluant leur capacité de mémoire de travail. Cette capacité, on la mesure avec une tâche dite d'empan de comptage, un counting span, où l'enfant doit dénombrer sur des planches successives le nombre de points en se souvenant du nombre de points de chaque planche. Et à la fin de la série, il doit les rappeler dans l'ordre. Et on allonge la série jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable de rappeler le cardinal qu'il a trouvé sur chaque planche. Alors c'est une tâche redoutable. Si je vous la faisais passer, dans la salle, la moyenne serait à peu près de 5 nombres rappelés, guère plus. Il faut compter à haute voix les points, c'est un petit peu destructeur pour la mémorisation des résultats déjà obtenus. Alors dans la tâche de construction des cas, on retrouvait notre évolution conjonctive, biconditionnelle, conditionnelle, donc ça marchait toujours. Les jeunes construisent souvent des interprétations conjonctives qui disparaissent avec l'âge, remplacées par des interprétations biconditionnelles, puis conditionnelles. Et on observait de même que ces interprétations étaient liées aux capacités en mémoire de travail qu'on avait mesurées à l'aide du counting span, puisque les enfants présentant des capacités en mémoire de travail faibles produisaient souvent des interprétations conjonctives et jamais d'interprétations conditionnelles, que ceux qui avaient des capacités en mémoire de travail élevées
se concentrait plutôt sur les interprétations conditionnelles et les capacités intermédiaires se trouvaient produire plus souvent des interprétations intermédiaires. Ah, c'était formidable. Et en plus, les capacités en mémoire de travail sont un meilleur prédicteur des performances que l'âge des sujets. Pour finir là-dessus, avec Caroline Geoffroy, on s'est amusé à marier cette théorie développementale avec la théorie des dual processes qui fleurissent ou qui ont fleuri au début des années 2000 dans le domaine de l'étude du raisonnement, qui est l'idée que nous avons en quelque sorte deux esprits dans un seul cerveau, avec un système rapide, automatique, associatif, qui produit des réponses immédiates, et un deuxième système beaucoup plus lent, lourd, analytique, coûteux, qui permet de raisonner de manière peut-être un tout petit peu plus formelle. Et là, vous avez quelques-uns des ouvrages qui illustraient ces Dual Process Theories, et on peut très facilement marier ces approches-là avec la théorie du développement du raisonnement conditionnel par les modèles mentaux, en supposant que le système 1, heuristique automatique, inconscient, fournit le modèle initial, celui qui vient immédiatement à l'esprit des sujets, et on a vérifié avec Caroline qu'il évolue peu avec l'âge, ce qui est normal, parce que c'est prédit par les Dual Process Theories, alors que le système 2, qui est plus analytique, sera en charge du fleshing out, de la construction des modèles additionnels, et ceux-là voient leur nombre augmenter avec l'âge parce que les capacités de la mémoire de travail qui contrôle ce système 2 augmentent elles aussi avec l'âge. Alors on peut faire facilement la différence parce que par ailleurs, on peut observer que les modèles additionnels laissent de l'avis du sujet la valeur de vérité des énoncés conditionnels indéterminés, alors que les cas qui correspondent au modèle initial sont considérés par les individus comme le rendant vrai. Alors si vous voulez un petit peu, vous voyez, si vous utilisez un énoncé comme celui-là, le cas chemise blanche, pantalon bleu rend l'énoncé vrai pour tout le monde, alors que chemise grise et pantalon bleu, bon, on ne peut pas savoir si c'est vrai puisque la chemise n'est pas blanche. Voyez. Alors tout ça, c'était très beau, on était très contents, mais est-ce que ça constitue une explication du développement? J'en suis beaucoup moins sûr, parce que d'une part, le modèle n'a jamais expliqué comment a été construit les modèles mentaux. Ça reste un petit peu mystérieux. Bon. Et puis surtout, on revient à l'immaculée transition. Ce que la théorie n'explique pas, c'est les mécanismes de transition. Alors certes, si les capacités en mémoire de travail augmentent, les individus peuvent construire davantage de représentations, mais pourquoi le font-ils? Parce qu'après tout, on pourrait imaginer que les capacités augmentent et qu'eux, ils se contentent des représentations qu'ils ont toujours construites et qui, sans doute à leurs yeux, suffisent à comprendre les énoncés qu'ils rencontrent. Alors, je ne l'avais pas bien lu, mais je l'ai relu dernièrement, et Alan Newell proposait quelques solutions pour éviter de rester enfermé dans les oppositions binaires dont il remarquait déjà en 1973 qu'aucune d'entre elles n'avait été résolue après quelque chose comme 15 ou 20 ans d'études. Bon. Alors, il voyait trois voies, soit construire des modèles complets de traitement plutôt que partiels, c'est ce qu'on fait souvent. C'est le cas, par exemple, du raisonnement conditionnel, qui est un modèle un petit peu partiel. Et il suggérait pour cela d'utiliser des systèmes de production. Alors, c'est normal, parce qu'à Carnegie Mellon, c'est là qu'on a inventé les systèmes de production. Le plus connu étant sans doute ACTR d'Anderson, mais Newell a produit le sien, qui est SOAR, qui est un modèle magnifique, un tout petit peu plus compliqué qu'ACTR, dans lequel on peut trouver beaucoup d'idées de psychologues. Alors, il suggère aussi d'analyser une tâche complexe. On va voir dans ses moindres détails. Et
de mettre en œuvre une série d'études expérimentales et théoriques centrées sur cette seule tâche et de vérifier ensuite qu'on dispose d'une théorie qui va vraiment expliquer un bloc de comportement, qui va prédire des phénomènes non connus jusque-là. Et puis, évidemment, l'idéal serait d'avoir un seul programme ou un seul modèle pour plusieurs tâches. Bon. Ce qui, vous l'aurez remarqué, est plus rare déjà. Alors, on a un peu fait ça quand même, on a essayé. Bon. Alors, un modèle complet de traitement. Alors, on a fait ça avec Valérie, qui est ici, dans le domaine du transcodage des nombres. Alors, pourquoi le transcodage des nombres? C'est parce que on disposait de la forme verbale dans la forme en chiffres. La dictée de nombres. Vous dites 1204 à l'enfant, écrit. 1, 2, 0, 4. Bon, c'est juste. On avait à peu près quelque chose comme 91 nombres transcodés par quelque chose comme 1000 enfants. Ça faisait des milliers d'erreurs de transcodage à exploiter pour comprendre le mécanisme. Et on a construit un modèle qui s'appelle le Developmental Semantic and Procedural Transcoding Model, ADAPT. Alors pourquoi sémantique? Parce que mon passé d'instituteur dans les classes d'enfants déficients m'avait laissé penser qu'il est possible d'écrire les nombres sans comprendre la quantité à laquelle ils réfèrent. Parce que mes élèves savaient écrire les nombres, mais ne comprenaient pas pourquoi ils s'écrivaient comme ça, je peux vous l'assurer. Ils savaient aussi faire les opérations, d'ailleurs. Tous ces mécanismes-là, ils y accédaient. Alors, on a construit une machine qui transcode des nombres et qui mime le comportement humain. Elle est là, vous voyez, c'est un système de production qui transforme un input verbal en une production écrite. Alors c'est un modèle simple, il y a une mémoire à long terme, un passeur qui découpe la chaîne verbale, une mémoire de travail qui récupère des informations en mémoire à long terme et qui est en place par apprentissage associatif. Et puis, il y a un système de production qui lit le contenu de la mémoire de travail, qui cherche à partir des quelle est la règle dont les conditions d'application sont satisfaites et qui exécute les actions que la règle contient. Alors c'est très simple, hein, ça marche comme ça. Voilà, vous faites manger le nombre 27 206 à la machine et elle écrit à la sortie 27 206. Alors, on a décrit ça dans le moindre détail, le contenu de la mémoire à long terme, comment les connaissances y sont stockées à partir du travail effectué en mémoire de travail, comment ce contenu permet de découper la chaîne verbale en unités qui peuvent être traitées, qui sont envoyées en mémoire de travail, dans laquelle peuvent aussi être stockées temporairement des informations récupérées en mémoire à long terme, et dans laquelle se forme la chaîne numérique. Et on expliquait aussi, on précisait, on décrit les 12 règles, je crois, qui sont suffisantes pour transcoder tous les nombres de 1 à 1 million. Et ce sont des règles totalement stupides, c'est-à-dire que rien dans la machine ne réfléchit. Il suffit que le système lise le contenu de la mémoire de travail et qu'il cherche là-dedans la règle dont la partie condition est satisfaite, qui met en œuvre la partie action qui est là. Alors c'est un modèle qui est complet et qui marche très bien. D'abord, il simule le comportement humain. Si on demande à Adapt d'écrire 2500, Adapt écrit ça, à partir des règles dont il dispose. Et on a vérifié que si on demande aux gens d'écrire 2500, ils écrivent la même chose, bien que ce soit un nombre qui n'existe pas, enfin, qu'on n'exprime jamais comme ça, on va dire. Alors, le modèle prédit les taux et les types d'erreurs observés, non seulement les taux, mais même les types, pour les divers types de nombres chez les enfants tout venant, les adolescents en difficulté scolaire, parce qu'évidemment, on est allé les tester, parce que eux, ce sont de grands pourvoyeurs d'erreurs de transcodage, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils se trompent quand même de temps en temps. Ça simule l'apprentissage des associations en forme verbale, forme en chiffres, et dans le même ordre que celui qu'on observe dans le développement. D'abord, les enfants mémorisent, et ensuite écrivent comme ça, par simple récupération en mémoire, des nombres comme
43, 59, et puis les unités centaines, 400, 500, 600, et puis les centaines d'unités, 103, 104, qu'ils savent écrire très tôt. C'est à partir de 101, les Dalmatiens. Et donc, sachant écrire 101, ils découvrent 102, 103. De temps en temps, les enfants réfléchissent, c'est rassurant. Et puis alors, le modèle simule même les dégradations du système de production, le modèle simule par dégradation du système de production les erreurs commises par les patients cérébrolésés. La littérature décrit des patients qui écrivent 24 105 comme ça, ou 607 comme ceci, et ont vérifié qu'en supprimant certaines règles dans ADAPT se met à écrire les nombres comme les patients. Et donc on peut identifier pour chaque patient quelle est la partie du système qui est défaillante. Ou alors par diminution des capacités de la mémoire de travail pour les patients atteints de démence. Bon, mais alors ça, c'est bien, mais c'est très limité, parce que c'est une toute petite activité de rien du tout, le transcodage. Et puis en plus, c'est acquis en 2 années à peu près. À la fin de la 2e primaire, les enfants savent écrire les nombres. C'est quelque chose de rapide. Donc on s'est attaqué à construire la théorie d'une tâche complexe. Alors, une tâche complexe, c'est par exemple les tâches d'empan complexes. Celle dont je vous parlais tout à l'heure, le counting span. Alors, c'est une tâche d'empan complexe. D'abord, c'est une tâche d'empan. Le sujet doit rappeler des listes d'items. Ici, les cardinaux des planches qu'il aura dénombrées de manière successive. Mais en plus de cette activité de mémorisation, il y a une activité concurrente de traitement qui consiste à compter les points. Bon. Et il faut faire les 2 choses en même temps. C'est pour ça que c'est une tâche d'empan complexe. Alors ça mesure les capacités de la mémoire de travail et comme je vous le disais tout à l'heure, l'empan, c'est le nombre de totaux pouvant être rappelés à la fin de la série, dans l'ordre. Alors ça augmente avec l'âge, beaucoup, de manière assez spectaculaire. C'est Keyes qui a inventé la tâche, et il expliquait cet accroissement en disant que le traitement et le stockage partagent une ressource commune. Il y a un trade-off entre les 2 aspects, et que comme le coût cognitif des traitements diminue avec l'âge par automatisation, pratique, exercice, ça laisse d'autant plus de place pour stocker les résultats des divers comptages, ce qui explique que l'empan augmente progressivement avec l'âge. Alors, c'est une théorie à laquelle j'ai toujours tenu parce que vous vous rappelez que c'est comme ça que j'expliquais le développement du raisonnement conditionnel chez les enfants. Mais alors évidemment, en psychologie, il y a toujours des empêcheurs de tourner en rond. Et comme je vous le raconterai tout de suite, Newell, déjà en 1973, remarquait qu'au fur et à mesure qu'on fait des expériences, ça devient de plus en plus confus. Tout. Au départ, on croit avoir compris quelque chose, puis si vous attendez 10 ans, plus personne ne comprend rien. Bon. Si vous attendez 10 ans de plus, le phénomène n'existait même pas. Bon. Et alors, ça a un intérêt, c'est que si vous voulez publier quelque chose, vous pouvez écrire n'importe quoi en introduction, rassurez-vous, vous trouverez toujours quelqu'un qui l'a publié quelque part. Bon, en ce moment, de préférence dans Frontiers, vous le trouverez plus facilement qu'ailleurs, mais vous allez le trouver quelque part, rassurez-vous. Bon, alors là, c'était plus sérieux, parce que c'est Graham Hitch, c'est celui de Baddeley et Hitch. Alors, on ne rigole pas avec Graham Hitch, associé à John Taus, qui propose une explication alternative au modèle de Keyes et qui explique que finalement, on peut peut-être se passer de la notion de ressources cognitives. Alors, vous voyez dans quel drap ça met les développementalistes. Alors, ils expliquent que lorsque les enfants comptent les planches, que j'ai ici symbolisées dans leur durée par le dénombrement des points, alors vous avez, par la barre bleue pendant laquelle ils donnent les points, pendant qu'ils sont en train de compter, leur attention est détournée des résultats à maintenir. Et alors, les traces mémorielles de ces résultats déclinent avec le temps. Les traces seraient sujettes à un déclin temporel, le temporal decay. Évidemment, comme les traces déclinent, plus les délais de rétention de l'information sont courts,
moins la dégradation sera prononcée et meilleurs seront les rappels. Or, il se trouve que les grands comptent plus vite que les petits. Alors ça, c'est facile à vérifier. Vous prenez des enfants de divers âges et vous leur demandez de dénombrer les points. Les grands peuvent aller jusqu'à 2 fois plus vite que les petits. À 12 ans, la vitesse de dénombrement est 2 fois supérieure à ce qu'elle est à 6 ans. Alors, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ressources. Il suffit d'imaginer que comme les grands comptent plus vite, les traces mémorielles des divers totaux obtenus déclinent pendant moins longtemps et à la fin, ils rappellent mieux. Donc ça n'est plus qu'une question de temps, on n'a plus besoin de notions de ressources, de partage entre le traitement et le stockage. Bon, ça ne me plaisait pas du tout, ça, comme hypothèse. Alors, avec Valérie Camos, qui à ce moment-là s'occupait du dénombrement, mais c'est une longue et autre histoire, on se dit, il y a un truc qui ne va pas. On va vérifier si c'est vraiment un simple problème de durée. Donc, on va comparer 2 tâches d'empan dans laquelle on va manipuler le coût cognitif, la difficulté de la tâche concurrente, celle qu'on a à faire en même temps qu'on maintient. Alors, tantôt, on fera résoudre aux enfants des équations mathématiques. Alors, c'est très difficile, très coûteux. Ou alors, exactement dans la même durée, on a tout contrôlé, on le fera simplement dire ba, comme ça, dont le coût cognitif est nul. Bon. Mais dire ba empêche de maintenir la lettre qui apparaît à la fin de chaque opération et qu'on doit rappeler à la fin. Alors, l'hypothèse de Tauseyitch, comme les durées sont identiques, prédit que les 2 tâches d'empan devraient conduire au même résultat. L'hypothèse de coût cognitif suppose que, quand même, résoudre des opérations, ça devrait être plus difficile que de dire baba, et donc manger davantage de ressources. Il y en aurait donc moins pour maintenir les lettres et les empans devraient être plus faibles. Et de fait, c'est ce qu'on observe. Le baba span est toujours meilleur que l'operation span à 9 ans et à 11 ans. Bon. Ouf! Donc, il y a quand même un effet du coût cognitif, mais c'est une victoire un peu décevante parce que l'effet nous paraissait bien faible. Parce que moi, je m'attendais à un effet énorme, évidemment. Alors, l'effet est plutôt petit. Et si on fait faire ça à des plus grands, ils deviennent de plus en plus petits. Alors, ce que ça suppose, c'est que pendant que les enfants effectuent les calculs, peut-être que, contrairement à ce que pensait Tauseyitch, ils parviennent à détourner leur attention des calculs pour la ramener sur les lettres et contrecarrer le déclin temporel de ces lettres. Et on peut imaginer que l'alternance peut être assez rapide parce que la vérification de 6 plus 7 plus 8 égale 22 peut être découpée en petites étapes entre lesquelles on peut intercaler des moments où l'attention va se reporter sur les lettres à maintenir. Et donc on a ainsi une alternance rapide entre le traitement et le maintien qui fait qu'à la fin de la tâche, les enfants rappellent très correctement les lettres qu'ils avaient à maintenir. Alors on a appelé ce modèle le Time-Based Resource Sharing Model. Alors c'est même pas nous qui avons eu l'idée, c'est Akira Miyake qui était dans mon bureau à Dijon, auquel on explique le truc, et qui nous dit ouais, c'est un partage des ressources sur une base temporelle, c'est un Time-Based Resource Sharing. Et du coup, on s'est dit, tiens, c'est un bon nom pour le modèle, on va l'appeler Time-Based Resource Sharing Model. Alors, le modèle fait des prédictions très simples, parce que ce que ça signifie, si c'est vrai, c'est que les tâches qui ont une densité temporelle importante et qui empêchent l'attention de se reporter sur les lettres pour les sauver du déclin temporel, ces tâches devraient avoir un effet dévastateur sur le maintien et les empans, alors que les tâches qui laissent l'individu libre de déplacer son attention plus souvent et de manière prolongée sur les traces mémorielles devraient conduire à des empans meilleurs. Alors c'est aussi assez facile à vérifier. On présente au sujet en succession immédiate des lettres et des chiffres qui se succèdent. Donc les lettres sont à maintenir et les chiffres doivent être lus à haute voix. Et ce qu'on manipule, c'est la densité temporelle de la tâche de lecture de chiffres.
en manipulant l'intervalle de temps qui sépare deux lettres successives et le nombre de chiffres qu'on fait lire dans cet intervalle en même temps, qu'on peut traduire par le nombre de chiffres à lire par seconde, qu'on faisait varier de 2, alors là ça va vite, à 0,4, je crois me souvenir. Et là c'est assez faible, ça fait un chiffre toutes les 2 secondes et demie. Et puis on mesurait l'empan, c'est-à-dire on augmentait la longueur de la liste de lettres à maintenir jusqu'à ce que le sujet échoue et le nombre maximal de lettres qu'il est capable de rappeler en faisant ça là nous donne son empan. Et ce qu'on observait, c'est que la relation est linéaire. L'empan est une fonction linéaire de la densité temporelle de la tâche, de son coût cognitif. Parce que dans ce modèle-là, le coût cognitif devient l'équivalent de la densité temporelle de la tâche, la proportion de temps durant laquelle elle capture l'attention. Quand j'ai expliqué ça à mon fils, parce que j'expliquais à la maison, on fait l'expérience où on va savoir comment est la courbe qui relie la densité à l'empan, et tous les soirs il me disait alors la courbe elle est comment, et un soir je lui dis la courbe est droite. Bon. Et je lui montre le dessin. Et là il court dans sa chambre, il revient, il me dit regarde papa, c'est la même formule que la puissance en physique, c'est la quantité de travail à effectuer divisée par le temps. Bon. Ah oui, bon, donc c'est vrai, ça marche bien. Alors, l'hypothèse, c'est que le coût cognitif correspond à la proportion de temps durant laquelle elle capture l'attention. Mais alors, c'est juste la proportion de temps durant laquelle l'attention est capturée. Mais la nature de la tâche importe peu. C'est juste la durée de capture de l'attention. Et donc, on peut vérifier l'hypothèse en variant les tâches qu'on va intercaler entre le maintien des lettres, selon qu'elles nécessitent de la mise à jour, de l'inhibition, de la sélection de réponses, de la récupération en mémoire. Et puis, on plotte les empans moyens obtenus sur le coût cognitif, exprimé comme la proportion de temps durant laquelle elle en a. Et on retrouve notre droite, indiquant par là que ce n'est pas la nature de la tâche qui fait le coût cognitif, c'est la durée de la capture attentionnelle qu'elle occasionne. On peut même exprimer par une formule la relation entre l'empan et le coût cognitif, cognitive load, CL, avec K qui est la constante déterminant le nombre d'items qui seraient rappelés si le coût cognitif était nul. Rappelez-vous de 8, ça va servir. Et puis à l'inverse, c'est pas mal parce que la fonction laisse penser que si le coût cognitif est optimal, dans un monde où il serait possible d'avoir un coût cognitif à 1, eh bien, toutes les traces mémorielles disparaîtraient. Alors, on s'est même amusé à former une architecture cognitive. Alors, là, ça ne se voit pas, mais c'est la même chose qu'Adapt. Il y a une mémoire de travail ici, au milieu, qui maintient des représentations, des modèles mentaux. On ne se refait pas. Voici le système de production qui lit le contenu de la mémoire de travail et qui le modifie, ou le maintient s'il faut le maintenir. Et ces modèles sont construits à partir des connaissances récupérées en mémoire à long terme, ou des mémoires épisodiques pour le maintien des buts, et puis les inputs sensoriels. Et puis évidemment, il y a des buffers de sortie. Et dans le modèle, et c'est plutôt Valérie qui s'est occupée de ça, on conserve quelque chose de l'ordre de la boucle phonologique chez Baddeley qu'on considère plutôt être une boucle d'articulation, une boucle articulatoire qui maintient des programmes moteurs articulatoires et qui les fait tourner afin qu'on n'oublie pas, et donc on répète dans sa tête GTKN, GTKN, GTKN jusqu'au rappel. Alors je vous l'ai fait en raccourci, donc on a écrit quelques livres, histoire de raconter toute cette histoire, et le petit dernier va paraître au mois de février. L'avantage, c'est que celui-là est en français, donc il pourra être lu par tout le monde et les adversaires de la langue de Shakespeare. Alors, comme Newell nous y invite, on vérifie que la théorie est vraie, en lui faisant prédire des choses et en regardant si ça se produit. Par exemple, au travers des investigations très nombreuses, parce que ça a quand même pris 20 ans,
on s'est rendu compte que dans la boucle exécutive qui est là, de manière attentionnelle, on peut maintenir 4 lettres, guère plus. Et puis, dans la boucle articulatoire, on peut conserver 4 lettres sans que l'attention soit sollicitée par ce maintien, mais pas plus de 4. Alors, pendant un moment, j'ai bien vécu avec ça, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était bien la peine d'étudier l'arithmétique. 4 et 4, ça fait 8. Bon. Alors, le problème, c'est que il n'y a rien qui correspond à 8 dans le maintien des lettres chez les êtres humains, parce que si on mesure les empans de mémoire immédiate pour les lettres, chez l'adulte, on lit à l'adulte une série de lettres, on lui dit rappel et on compte combien il peut en rappeler. L'empan, ce n'est pas 8, c'est 6. Alors, soit le modèle est faux, et on jette le TBRS à la poubelle, ou alors, il est possible que les individus ne rappellent que 6 lettres, parce que, inconscients de la structure de leur mémoire de travail, eh bien, ils l'utilisent de manière sous-optimale. Ils en mésusent. Bon. C'est bien possible. Donc, un moyen de le savoir, c'est de les aider à optimiser la performance. Alors, on a imaginé la méthode dite du maxispan. Alors, c'est très facile. Vous présentez des lettres au sujet et vous lui dites qu'à la fin, il faudra qu'il les rappelle dans l'ordre. Bon. Alors, il les voit défiler à l'écran. Alors, il y a un groupe auquel on soumet cette tâche sous la forme d'une tâche d'empan classique. Il regarde les lettres, il fait ce qu'il veut, et à la fin, il les rappelle. Et on mesure combien il peut en rappeler au maximum. Ou alors, on l'aide un peu. On l'aide à utiliser de manière optimale sa boucle articulatoire et son système attentionnel, en faisant en sorte que les deux ne se marchent pas sur les pieds, et n'interfèrent pas l'un avec l'autre. Donc les premières lettres qu'on a peintes en bleu, on lui demande de les répéter en effectuant une répétition cumulative. C'est-à-dire DDD, DP, DP, DPB, DPB, DPG, DPG, DPBG, DPBG, DPBG. Et puis quand les lettres noires arrivent, au lieu de les répéter, il continue à répéter les premières et il les répète jusqu'au bout. Et pendant qu'il répète les premières, DPBG, 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 on lui présente les autres. Alors on peut en mettre 2, 3, 4, 5, 6, et on va voir combien en tout il va en rappeler. Et puis à la fin, il faut qu'il rappelle tout, des premières jusqu'aux dernières. Et si on fait ça, la procédure standard conduit à un empan de 6,37, ce qu'on savait à peu près, c'est environ 6. Et le maxispan, lui, c'est 7,73. Eh, c'est bien près de 8. Bon. Alors, bon, au début, j'étais content. Mais, comme disait Newell, les choses deviennent murdier and murdier. Bon. Parce que, si c'est vrai, et ça a l'air, en plus de l'être, on a répliqué ça plein de fois, bien sûr, ça veut dire que les empans dits de mémoire à court terme, ceux qu'on utilise depuis plus d'un siècle dans tous les tests d'intelligence, ne mesurent pas la capacité d'un registre mémoriel unique qui serait la mémoire à court terme. C'est plutôt le produit de la mobilisation de systèmes hétéroclites, dont si ça se trouve aucun n'est de nature mémorielle, que le sujet recrute comme ça, de manière plus ou moins stratégique, pour répondre aux demandes d'une tâche un peu bizarre qui consiste à répéter dans l'ordre une série d'items. Parce qu'évidemment, bon, quand les étudiants nous demandent à quoi pourrait bien servir la mémoire à court terme, on leur dit « Oui, vous savez, c'est quand on a lu le numéro de téléphone, on se le répète pour le... » Oui, mais plus personne fait ça. Donc, il serait étonnant que la nature se soit fatiguée à fabriquer un dispositif cognitif caractérisant l'être humain pour une période historique nichée au cœur du XXe siècle qui aura duré 25 ans. Bon. Donc, ce n'est pas possible. Alors, il doit y avoir autre chose. Donc, la répétition articulatoire, ça c'est sûr que c'est probablement un mécanisme qui n'est pas de nature mémorielle à l'origine, parce qu'on le retrouve, et on le trouve chez Piaget, qui le décrit comme une réaction circulaire primaire, ça apparaît à 1 mois de vie. Hein.
le bébé peut répéter les productions spontanées dont il est capable. Ba, 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 ba. Vous voyez? C'est de là que viennent les capacités d'articulation et de répétition articulatoire. Et en plus, c'est un processus cyclique, hein, comme la boucle articulatoire. C'est une réaction circulaire, primaire. Bon, il a un peu emprunté l'idée à Baldwin, mais il l'a beaucoup améliorée quand même. Le rafraîchissement attentionnel dans ce qu'on a appelé la boucle exécutive, où on suppose que l'attention se rapporte aux traces mémorielles pour éviter leur déclin, c'est bien possible, mais ça pourrait être aussi la répétition des opérations. Alors vous les appelez comme vous voulez, schème, production, selon que vous êtes plutôt fanatique de Piaget ou d'Allen Newell, vous avez le choix. Des opérations de catégorisation et de regroupement des items en vue de la constitution d'un objet qu'il va ensuite falloir reproduire. Alors ici verbalement, mais c'est une observation courante que si vous demandez un rappel écrit, vous n'obtenez pas les mêmes résultats que si le rappel est verbal. Et ce n'est pas le même résultat si les items sont présentés auditivement ou par écrit. Et c'est pour ça que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Elles sont tellement compliquées qu'il existe des gens qui ont de vrais doutes sur le bien fondé de l'approche traitement de l'information. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que l'approche traitement de l'information, c'est celle dans laquelle est toute la psychologie depuis 60 ans, hein, pratiquement. Bon. Et alors, il y a des gens qui sont loin d'être idiots. Deux Gallois, Dylan Jones et le regretté Bill McKen, qui nous a quittés prématurément l'an dernier. Vous lisez ce qu'il y a à l'écran. Ils font valoir que l'approche traitement de l'information, c'est peut-être un peu précipité, en supposant que les êtres humains sont plus proches d'ordinateurs que d'animaux. Et que peut-être bien que les concepts qui nous paraissent absolument naturels et qu'on enseigne aux étudiants comme si c'était d'absolue évidence, l'encodage, le stockage, le déclin, les interférences, la récupération, mais même la mémoire et l'oubli sont peut-être des constructions hypothétiques, hein, plutôt que des descriptions des phénomènes qu'on a sous les yeux. Alors, Allen Newell avait raison d'être pessimiste parce que sur les 24 oppositions qu'il avait listées, j'ai mis en rouge celles dont, hélas, j'ai eu à m'occuper. Je peux vous assurer que ces 5-là, on n'a toujours pas obtenu de réponse ferme et définitive. Donc, celle-là m'a valu beaucoup d'ennemis. Alors moi, avec Valérie, on est là. Hein, à Zurich, on est plutôt là. Bon. Alors c'est bien, ça fait beaucoup d'articles où on s'envoie des orions par publication interposée. Bon, ça, je vous ai expliqué que c'est un peu difficile. Traitement parallèle versus sériel, il vaut mieux pas en parler. Alors, est-ce que la mémoire est unique? Est-ce que la mémoire à court terme est une partie activée de la mémoire à long terme ou est-ce que c'est une instance séparée? Bon, là, j'en ai marre de me faire traiter d'imbécile. Et est-ce que le système est plutôt périphérique ou plutôt central? Donc, chaque année, vous avez quelqu'un qui dit « Ah, evidence for peripheric storage ». Et puis, évidemment, il y en a un derrière qui dit « Non, 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 pas du tout. Further evidence for central storage ». Bon. Et alors, Newell disait « Bon, en 73, hein, c'est pas hier. Bon. Ça va faire 50 ans quand même. » Et il faisait remarquer que malheureusement, les questions semblent ne jamais être résolues. It seems to me that clarity is never achieved. The strategy doesn't seem to work, mais c'est vrai qu'elle ne semble pas très très bien marcher quand même. Et matter simply become muddier and muddier. Et c'est vrai que si vous lisez les articles souvent magnifiques des années 60, du siècle dernier, vous y voyez des descriptions extrêmement claires des phénomènes et des modèles explicatifs absolument cohérents et convaincants. Et puis, si vous commencez à avancer
dans le temps, vous vous rendez compte que tout cela est progressivement détricoté par ce que Newell appelait une série sans fin d'expériences qui sont censément être clarificatrices et qui ne le sont pas, en fait. Et alors, il avait imaginé, lorsqu'il était invité à commenter les présentations de ses collègues, il était discutant, il avait imaginé choisir quelqu'un au hasard dans la salle, de tracer au tableau l'axe du temps, de lui demander quand est-ce qu'il avait obtenu sa thèse, et puis 1973, c'était le trait rouge, et puis quand il ira à sa retraite, il disait, bon voilà, donc on va accumuler tous les articles que cet excellent chercheur a produits jusqu'à maintenant, et imaginez que jusqu'à ce que votre retraite arrive, vous continuiez à produire le même genre d'études pour clarifier les questions que vous vous posez aujourd'hui. Imaginez que vous ayez tous ces papiers là tout de suite. Où est-ce que vous en seriez? Alors, Alan Newell lui a pas eu de chance parce que sa retraite c'était en 1992 et c'est l'année où il est mort. Heureusement, il a eu le temps d'écrire un des meilleurs livres de psycho qui soit et que je vous invite à lire. Integrated Theories of Cognition, une merveille. C'est là-dedans qu'on trouve les decision cycles. Alors, moi, en 1973, j'y étais pas, hein, donc j'ai commencé là, comme Mireille l'a rappelé, et moi, je suis arrivé à la retraite. Donc, je peux répondre à la question d'Alan Newell. Non, je n'ai pas beaucoup avancé depuis le moment où j'étais là. Bon. C'est pas faute d'avoir ferraillé. Hein. Alors, évidemment, comme l'être humain est un animal qui n'apprend pas, j'ai toujours l'espoir que quelques études post-retraite viendraient résoudre la question. Bon, heureusement, à la retraite, il y a beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup plus intéressantes, que d'essayer de savoir si le déclin temporel existe vraiment. Parce que s'il y a un truc qui est certain, les traces mémorielles, je ne sais pas si elles déclinent avec le temps, mais moi, je vais. Bon. Donc voilà, je vais m'occuper de tout ça. Alors, je voulais remercier la longue liste que Caroline a lue tout à l'heure des doctorants et post-doctorants sans qui je n'aurais pas pu faire le peu que j'ai fait. Remercier aussi quelques collègues avec lesquels j'ai collaboré. Michel Fayolle qui m'a accueilli au laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement, le LEAD à Dijon, qui dans les années 90 était une formidable machine à travailler et à réfléchir. Henri Markowitz de Montréal, qui est mon modèle dans l'étude du développement du raisonnement et qui m'a beaucoup aidé. Et André van der Hendonck, c'est de lui que vient la filière belge, donc c'est lui le responsable, qui m'a rendu conscient de la nécessité de réfléchir aux relations entre mémoire de travail et fonction exécutive, dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, parce qu'évidemment, ce que vous attendez, c'est l'apéro, comme moi. Une mention spéciale pour Catherine Thévenot, avec qui j'ai travaillé longtemps ici, au 5e, et qui continue à Lausanne à défendre vaillamment et brillamment l'hypothèse des Automated Counting Procedures contre de nombreux ennemis. Un merci à tous ces gens-là avec qui je n'ai pas vraiment collaboré, mais qui m'auront beaucoup aidé, qui sont de grands savants et qui m'ont fait la grâce de me compter parmi leurs amis. Je voudrais aussi remercier Annick de Ribaupierre, qui a joué un rôle particulier et indispensable dans ma venue ici. C'est à elle en grande partie que je dois d'être à Genève et de vous parler aujourd'hui. Et donc, c'est aussi à elle que je dois en grande partie d'avoir dirigé les archives Jean Piaget, comme Mireille le rappelait, et d'avoir pu voir les manuscrits de ce qui a été de mon maître à penser pendant très longtemps. Là, vous avez les opérations logiques qui sont expliquées ici. C'est probablement un brouillon
du groupement additif des classes. Ça m'a aussi permis de rentrer dans son bureau. Donc là, je me suis rendu compte que je n'étais pas si désordonné que ça. Donc pour ceux qui sont trop loin, Piaget est au milieu. Hein. Et on a vidé le bureau. Et c'était des fouilles archéologiques. C'est-à-dire que plus on descendait dans les strates, plus c'était vieux. Non mais c'est vrai. Et tout au fond, ça datait des années 20-30. Et on a tout ramené aux archives. Et puis, bien sûr, il faut que je remercie Valérie, sans qui il n'y aurait pas eu d'ADAPT, il n'y aurait pas eu de TBRS, qui est ma première, meilleure et plus sévère lectrice. Et donc, je lui dois énormément et j'espère qu'on continuera longtemps à faire de la recherche et puis d'autres choses sans doute. Et voilà, je vous remercie.